Madame, Monsieur, bonjour. Merci de choisir Savane TV pour vous informer. Dans ce journal, nous reviendrons sur un paradoxe qui persiste dans les marchés Eyar de Ouagadougou. D'un côté, des hangars et boutiques vides délaissés à l'abandon, transformés en dépotoirs et foyers d'insécurité. De l'autre, des commerçants récemment délogés qui peinent à trouver un nouvel emplacement pour exercer leurs activités. On en parle dans quelques instants. Statut de l'artiste au Burkina, une loi pour vivre dignement de son art. C'est dans cette optique que le ministère en charge de la culture a tenu un atelier de vulgarisation à Ouagadougou. Objectif, faire connaître cette loi adoptée en mars 2025 qui veut améliorer les conditions de vie et de travail des artistes et acteurs culturels du pays. Les détails dans ce journal. Comme je le disais en titre, les hangars et boutiques vides dans les marchés Eyar sont des nids d'ordures et d'insécurité. Un phénomène qui persiste dans la commune de Ouagadougou au moment où les commerçants sur les accotements des voies délogées recherchent de nouveaux sites. Abdoulaye Kinda est allé à la rencontre des commerçants. Toysen Eyar, dans l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou, fait partie des marchés qui détiennent la palme d'or des boutiques et hangars inoccupés. Qu'est-ce qui explique cela? Amadou Taoko est un parqueur au marché de Toysen Eyar. Les hangars vides à Toysen Eyar expliquent la présence de nombreux commerçants aux abords des voies. Ils sont nombreux les commerçants qui ont abandonné les boutiques et sont assis au bord des routes. Près de 80% des commerçants font cela. Pour Fatih Kentega, c'est la concurrence déloyale qui pousse certains commerçants à abandonner leurs boutiques. L'organisation du marché n'est pas bien. Il y a plusieurs commerçants chaque matin, mais personne ne veut un hangar. Ceux qui viennent se promener désorganisent le marché. Nos commerçants partent payer leurs marchandises en ville. Dès leur retour ici, les mêmes grossistes les rejoignent ici et font du détail avec eux. Ce qui fait que si tu prends un hangar, tu es obligé de fuir. La majorité des marchés Eyar ne sont pas gérés par la commune de Ouagadougou. La plupart des boutiques dans les marchés appartiennent à des fonctionnaires qui pensent pouvoir les mettre en location, explique Seydou Ilboudo, président des associations des commerçants des marchés Eyar. C'est l'attribution des hangars qui est la principale cause dans le cas d'Yogo. C'est la mairie qui avait mal fait les attributions. Pendant les opérations, ce ne sont pas des commerçants qui ont bénéficié des boutiques, mais des fonctionnaires. Chacun veut donner en location après. La mairie devrait donner un délai à ceux qui ont bénéficié et n'occupent pas les hangars afin de réattribuer à d'autres personnes. Par ailleurs, la majeure partie des commerçants préfèrent les abords des voies. Comme solution, les commerçants de Toysen Eyar proposent une sensibilisation des commerçants, déplacer des accotements des routes pour qu'ils rejoignent les marchés Eyar. Seule la mairie peut nous aider. Entre nous, c'est difficile, mais la mairie a une force qui peut pousser les commerçants à occuper les boutiques. Si on peut informer tout le monde dans les médias qu'ils vont retirer les hangars non occupés, les bénéficiaires vont venir occuper sans attendre. Il faut lutter aussi contre la concurrence déloyale. Chaque commerçant doit prendre un hangar avant de vendre. Il faut faire quitter les gens sur la route. Les autorités connaissent les limites des routes.
Seydou Ilboudou propose des rencontres entre commerçants et autorités communales pour trouver des solutions. Les autorités doivent responsabiliser les agents communaux à travailler avec tous les marchés et yards. Eux aussi, à leur tour, doivent discuter avec les responsables des marchés et yards. Je pense que la solution viendra de là. Pour le bon entretien des marchés et yards de la ville de Ouagadougou, le président des associations des commerçants des marchés et yards propose à la commune de disposer des bacs à ordures pour chaque marché et yard. Depuis 2013, tous les albinos décédés sont morts de cancer de la peau, selon le professeur Nahir Zongo, professeur titulaire de cancérologie chirurgicale. Un problème de santé qui a fait l'objet d'un atelier avec les hommes et femmes de médias afin de susciter un accompagnement des partenaires et aussi susciter l'effectivité de la gratuité des soins décidés en fin mars dernier au profit des personnes albinos. Germaine Faraman nous en dit plus. L'albinisme est héréditaire et lié à une carence ou une insuffisance de mélanine, cette substance qui protège la peau des rayons solaires, ce qui prédispose les albinos à des cancers de peau. Selon professeur Nahir Zongo, professeur spécialiste en cancérologie chirurgicale, panéliste à cet atelier, le cancer des albinos est guérissable. Depuis 2013, tous les albinos qui sont décédés sont morts de cancer de la peau. Et nous avons noté que 50% des albinos feront tôt ou tard un cancer de la peau dans leur vie. Ces albinos exposés au soleil développent d'abord des lésions qui ne sont pas des cancers, mais qui sont des lésions précancéreuses, c'est-à-dire des lésions qu'on peut soigner, qu'on peut supprimer sans qu'elles ne deviennent des cancers. Mais quand ces lésions évoluent de façon spontanée, la cancérisation surviendra. Et les cancers des albinos, nous l'avons dit, c'est un grand problème, mais c'est un problème qu'on peut éviter d'abord par la prévention, en évitant que les albinos s'exposent au soleil, en évitant que les lésions qui ne sont pas des cancers évoluent vers des cancers, et surtout en détectant aussi les cancers précocement, pendant que ces cancers ont encore une taille d'1 cm, voire moins d'1 cm, mais dans tous les cas, moins de 2 cm. Parce que les cancers de la peau sont des cancers qui se guérissent bien par l'acte opératoire, par la chirurgie des cancers de la peau, à condition que ces cancers soient détectés précocement. Dès qu'il y a une lésion qui apparaît, une lésion inhabituelle qui n'existait pas, qui vient d'apparaître sur la peau de l'albinos, vous devrez pousser la personne à consulter dans un centre de santé. Pour conserver leur santé, les albinos doivent ainsi éviter de s'exposer au soleil entre 10h et 16h afin d'éviter les rayons solaires, source de leur cancer. L'État burkinabé a aussi pris à bras le corps la situation sanitaire des albinos en élargissant à leur profit en mars dernier sa politique de gratuité des soins. D'où cet atelier avec les hommes de médias tenus dans le cadre du 7e Albi Week. Vraiment, nous saluons vraiment l'État pour ces gestes et nous souhaitons vraiment que ça soit effectif. Il faut déjà qu'on arrive et que la personne albinos, une fois arrivée dans les services de santé, puisse vraiment avoir un accompagnement, même s'il n'a pas les ressources. Mais il faut travailler même à ce que la personne albinos ne soit pas malade. Parce que là, il faut l'implication de la communauté. Il faut déjà accepter l'enfant albinos pour qu'il puisse s'épanouir à l'école, pour qu'il puisse travailler dans tous les domaines d'activité où il se sent bien, pour qu'il puisse vivre librement. Et c'est en cela aujourd'hui nous demandons vraiment votre accompagnement. Pour cette 7e édition de l'Albi Week qui se tient du 10 au 15 juin, il est prévu une table ronde avec les partenaires et institutions pour établir un document qui servira de guide pour l'inclusion socio-professionnelle des personnes atteintes d'albinisme. Un don de sang est aussi au programme pour montrer que les albinos peuvent donner et recevoir du sang de tous. Tout autre sujet à présent, l'hymne officiel de l'AES est désormais disponible. Sahel Benkan ou la voix de l'entente du Sahel est un texte et une voix d'hommage, de rappel historique et de détermination. La synthèse avec Samuel Moko. L'hymne de l'AES, la confédérale qui a retenti pour la première fois dans les présidences maliennes, nigériennes et burkinabè, rend hommage au peuple uni du Sahel
héritier des grands empires, est prêt à arracher sa souveraineté pour la liberté et le progrès véritable. Sahel Benka, ou la voix du Sahel uni, rappelle que les fils et filles du Sahel sont déterminés à se battre avec le verbe et les armes pour briser les chaînes du colonialisme et du néocolonialisme. Ils sont conscients que les richesses de leur pays leur appartiennent et doivent participer à faire de l'AES un espace sécurisé et prospère. Les trois couplets de la confédérale alternent hommage, rappel historique et engagement, tout autant que le refrain « Soldats, nous le sommes, déterminés, résilients et unis pour que l'AES demeure un espace, un peuple, un destin ». Je le disais également en titre, le ministère en charge de la culture a tenu hier un atelier de vulgarisation sur la loi portant statut de l'artiste au Burkina Faso. Cette loi adoptée le 27 mars dernier va permettre aux artistes et acteurs culturels de vivre de leur art. L'atelier de vulgarisation de cette loi a eu lieu à l'hôtel de ville de Ouagadougou. Le compte-rendu de l'ouverture de l'atelier avec Sibinon Kelsey. Après l'adoption et la promulgation de la loi portant statut des artistes, le ministère de la Culture est au contact des acteurs concernés. Vulgarisation de la nouvelle loi et préparation des décrets d'application sont au centre des échanges. Mokhtar Sanfo est le directeur général de la culture et des arts. Et avant d'engager pleinement dans le processus, nous avons été instruits d'échanger avec les parties prenantes à l'effet de partager le contenu de la loi et surtout recueillir davantage de contributions et toutes choses qui contribuera à rattraper ce qui n'a pas été suffisamment détaillé dans la loi et à mieux prendre en compte les attentes des acteurs et à travers les tests d'application qui seront adoptés incessamment. Le directeur général de la culture et des arts, Mokhtar Sanfo, revient sur les innovations de cette nouvelle loi portant statut des artistes. Déjà, on passe d'un décret à une loi dont la force juridique s'est améliorée. Et en plus de cela, le champ d'application s'est élargi pour prendre en compte l'environnement artistique sans lequel l'artiste ne peut pas s'épanouir. Il est aussi question de fiscalité, il est question de sécurité sociale, parce que vous savez autant que moi que quelquefois les artistes se retrouvent dans des conditions très difficiles, d'autant plus qu'il y a tellement d'aléas qui font qu'ils ne vivent pas toujours de leur création. Cette loi, il est question de développer donc des mécanismes, mettre en place donc des mécanismes, de nouveaux mécanismes pour contrecarrer toute attitude qui va nuire à l'artiste, qui va nuire en tout cas à son bien-être et qui le protège pour qu'il puisse porter la voix légitime des communautés. Selon Mokhtar Sanfo, désormais avec cette loi, les artistes et les acteurs culturels vont vivre de leurs arts et créations. Cet atelier a mobilisé de nombreux artistes et acteurs culturels. Parmi eux, Augusta Namalgué, artiste comédienne. J'attends de cette loi que ce soit une loi qui aille à l'endroit des artistes et qui les valorise et qui fasse en sorte que une bonne fois pour toutes ces artistes-là puissent vivre de leur art. C'est important, voilà, parce que ça ne sert pas non plus de faire des lois, de voter des lois, si après ça nous condamne nous-mêmes. Voilà, et voilà pourquoi je suis très curieuse. Et j'ai été même très curieuse de venir aujourd'hui pour suivre, même étant convalescente, parce que je veux bien comprendre, bien cerner les contours, poser des questions, et puis voilà, pourquoi pas, ça pourrait nous être utile toutes et tous. Justement, c'est pourquoi les contributions des participants sont attendues pour mieux orienter la réflexion dans l'élaboration des décrets d'application de la loi sur le statut des artistes.
Parlons sport à présent. Le gouvernorat de la région du Centre-Sud a organisé lundi dernier une marche sportive et une séance d'aérobic en prélude à la double célébration de la Journée nationale de l'arbre et de la campagne de reforestation 2025 dans la région. Cette marche s'est tenue à la place de la Nation à Manga. Les précisions avec Ahmed Joël Compaoré. C'est à travers cette marche sportive, suivie d'une séance aérobique, que la région du Centre-Sud a annoncé la Journée nationale de l'arbre et le lancement de la campagne de reforestation 2025. Cette activité sportive a connu la participation de plusieurs autorités de la région, avec à leur tête le gouverneur Massadalo Yvette Nakouluma. Nous avons intitulé cette marche « La région du Centre-Sud se mobilise pour la reforestation et la protection des ressources forestières ». Et au regard de l'engouement que ça a suscité, ça augure d'une bonne célébration de cette campagne dans la région du Centre-Sud. Et c'est pour marquer notre engagement et dire que nous sommes prêts pour accueillir cette double célébration JENA, campagne de reboisement dans notre région. Au regard de notre nombre, dans la solidarité, dans la mutualisation de nos efforts, et c'est sûr que si nous nous engageons pour la plantation, nous allons faire une très belle campagne 2025. Une marche sportive qui a fait du bien aux participants, selon la secrétaire générale de la province du Zunwegu. Je me sens à l'aise, très à l'aise. En tout cas, depuis le matin, j'étais très fatiguée, mais après ce sport-là, je me sens vraiment... Je sais que cette nuit-là, je vais bien dormir. Le sport fait du bien. Nous sommes prêts pour la célébration de la journée de l'arbre, et avec la campagne de reboisement, de reforestation dans notre région. Pour le lieutenant-colonel des eaux et forêts, Aimé Compaoré, directeur régional des eaux et forêts du Centre-Sud, sport rime avec plantation d'arbres. Ça rime parfaitement parce que nous savons que les plantes que nous voyons transforment le CO2 en oxygène, et en sport, nous avons besoin d'oxygène pour tenir et pouvoir revigorer parce que notre organisme en dépend. Après cette séance, on a sué, on a fait du sport, on sent que tout le corps est à pied d'œuvre parce que bientôt on aura besoin de ces efforts pour creuser, planter et arroser nos arbres. Et on invite tout le monde à s'y investir parce que le sport rend plus de santé à notre organisme. Après cette marche sportive, la région du Centre-Sud organise le 12 juin prochain une journée de salubrité pour recevoir le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, le 14 juin pour le lancement officiel de la campagne de reforestation 2025 et le 21 juin pour la célébration de la journée nationale de l'arbre. Allez, on suit, un peu derrière et on pousse vers l'avant. Hors du Burkina en Côte d'Ivoire, c'est un rendez-vous qui compte désormais dans l'agenda du monde rural en Côte d'Ivoire. À Diegonefla, dans le département de Oumé, la société coopérative agricole Naktaba a tenu son assemblée générale annuelle le samedi 31 mai 2025. Un moment de bilan, mais aussi de reconnaissance pour un homme, Anatole Kaboré, président du conseil d'administration, salué pour ses actions sociales et son leadership. Retour sur cette journée avec Savur Kouma et Zourata Sankara. Ce samedi 31 mai 2025, la ville de Diegonefla, dans le département de Oumé, a accueilli un événement majeur pour le monde rural, l'Assemblée générale annuelle de la Société coopérative agricole Nataaba. Une rencontre importante au cours de laquelle les membres de la coopérative, les autorités locales, les cadres de la ville et les fils et filles de la région se sont donné rendez-vous pour faire le point sur les activités de l'année écoulée et tracer les perspectives de demain. Dans une ambiance studieuse et fraternelle, les travaux ont débuté sous la houlette du président du conseil d'administration, M. Anatole Kaboré, figure respectée du monde coopératif local. C'est M. Kwasi Fete, directeur de Scandicoup CA, qui a présenté le rapport d'activité 2024-2025. Le bilan est jugé satisfaisant avec des résultats financiers stables et des performances en hausse malgré un contexte économique parfois difficile. De l'exercice passé à cet exercice, en termes de chiffre d'affaires, nous avons fait un bon qualitatif de 10% de plus par rapport à la campagne passée. Nous avons fait 23% de performance. Nous sommes passés de 30 millions, nous sommes passés à 59 millions.
Un rapport audité par le cabinet CEMAC qui a certifié la régularité des comptes et encouragé les membres à renforcer encore la gouvernance et la transparence. Mais l'Assemblée générale, ce n'est pas seulement une affaire de chiffres. Elle a aussi été l'occasion de mettre en lumière les actions sociales du PCA Anatole Kaboré. Déjà auteur de la construction d'une école et de forage d'eau potable dans plusieurs villages, le PCA a frappé un grand coup cette année en finançant la construction d'un pont dans un quartier enclavé de Diegonefla. Un pont vital pour la population locale qui permet désormais la circulation des personnes et des biens en toute saison. Un acte salué par les autorités présentes. Cet ouvrage vient vraiment à point nommé et nous saluons le donateur. Nous le félicitons. On a vu ses performances tout à l'heure et j'ai dit tantôt que M. Kaboré, vu son organisation, il respecte les 7 principes coopératifs à l'intérieur duquel il y a l'engagement envers la communauté. Et M. Kaboré Anatole a réalisé cet ouvrage pour la communauté. Le sous-préfet de Diegonefla, présent à cette cérémonie, a lui aussi félicité la dynamique impulsée par M. Kaboré. Il a insisté sur la nécessité pour tous les cadres de s'impliquer davantage dans le développement local. Le donateur, qui est le président du conseil d'administration de la coopérative Scandi, est un homme, un leader qui a su hisser sa coopérative dans les sphères nationales comme internationales. La contribution au rayonnement d'un pays, la contribution au rayonnement d'une région, la contribution au rayonnement d'une localité. Il y en a qui ont peut-être plus les moyens que lui, mais qui ne font pas ce qu'ils font. C'est pour cela que nous saluons vraiment ces gestes. Nous le saluons et nous lui demandons de toujours continuer. Et pour clôturer cette journée, c'est le chef du village de Diegonefla qui a pris la parole. Un discours de gratitude et de sagesse dans lequel il a salué l'engagement du PCA tout en lançant un appel fort aux autres cadres de la ville. Je dirais au nom de toute la population de Diegonefla, je voudrais dire merci à mon fils Anatole et lui donner ma bénédiction. Il est un exemple à suivre. Il faudrait que les autres fils, les cadres qui ont les moyens comme lui, en fassent autant. Avec une gestion rigoureuse, des actions sociales concrètes et une vision communautaire affirmée, la société coopérative agricole Natahaba de Diegonefla continue de s'imposer comme un acteur clé du développement local. Un exemple qui pourrait inspirer bien d'autres coopératives à travers le pays. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.